derniers mois, il y a de fortes chances que tu aies dansé sur de l'électro Swana. Ce genre de musique fusion aux racines nord-africaines et sud-asiatiques est de plus en plus populaire dans les boîtes occidentales. Mais le timing est intéressant. À l'heure où l'on enregistre cet épisode, le mythe d'un choc des civilisations entre Occident et Orient a retrouvé une place importante dans les discours politiques et médiatiques, et donc dans nos consciences, avec des conséquences de plus en plus dramatiques que l'on connaît toutes et tous. Dans cette mini-série, l'industrie veut questionner le sens et la place de ce courant musical dans le contexte actuel, avec des artistes et producteurs issus de la scène. Pour ce 3e épisode, nous rencontrons l'étoile montante de l'underground genevois, le DJ et producteur Peko Jean. Alors salut Elias. Hello. Elias alias Peko Jean. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ces dernières années tu t'es imposé comme un des grands noms de la scène électro-genevoise. Ouais, sûrement. Ouais, ça joue. Ouais, ça joue. Tu nous accueilles chez toi là au Charmy, c'est cool. Dans ta chambre, ton home studio. Dans le cœur du cyclone un peu, c'est ici que tu composes Ouais, toutes tes prods. exact, ouais. Je fais quasiment tous mes sons. Après, c'est vrai que quand je suis en voyage, je prends mon ordi et puis je produis ailleurs. Mais là, vous êtes là au cœur du processus créatif. Ouais, parce que là, depuis, je sais pas, quelques années, tu tournes pas mal à l'étranger aussi. Ouais. Mais t'as quand même commencé ta carrière à Genève, j'imagine. Ouais, Je sais exact. pas si tu veux un peu raconter comment t'as commencé, peut-être même Ouais. la musique tout court. Ouais, bon, alors là, on peut revenir. Je me rappelle quand j'avais 2 ans, je faisais des percussions sur mon lit. Non, je déconne. Et j'ai commencé en mode. J'ai fait de la guitare quand j'étais tout jeune. J'ai fait de la guitare pendant 1 année ou 2 années. 1 an, 2 ans. J'ai arrêté. Ensuite, je me rappelle que j'avais des potes très très tôt. Moi, j'ai grandi à Versoix, dans un quartier limitrophe avec le canton de Vaud, en fait. Et j'avais des potes qui commençaient à rapper fin d'école primaire, genre méga tôt, dont Myro, qui est assez connu. Ouais, c'est ouf. Ils étaient tous dans un petit groupe comme ça, là. Et puis, ça m'avait donné envie de faire des instrus. Je me rappelle que j'avais téléchargé un programme, j'avais essayé 2-3 fois. Je devais avoir 12-13 ans. Et puis, j'ai commencé un peu, puis après, j'ai vite oublié. Et puis après, quand j'avais vers 16 ans, j'ai rappé. Je fais beaucoup de rap, je fais aussi beaucoup de graphes. J'étais un peu dans cette culture. Moi, à cette époque-là, il y avait pas mal d'événements hip-hop. Il y a des sons de toi qui rappent qu'on peut écouter quelque part. On peut trouver, ouais. Faut me payer et je vous donne mon blaze. Ouais, bah, on veut bien, ouais. On discutera après. Ouais, puis après, j'étais à fond dans le rap, beaucoup plus dans le graphe quand même. Et à un moment, j'ai fait le collège, puis à un moment, je sais pas, on m'a proposé de mixer à une soirée collégienne, un peu au bol. Et puis c'est comme ça que j'ai appris à mixer. À la base, avec des CD gravés, des trucs tout pétés, tout pourris. Je mixais un peu tout et n'importe quoi, du rap, de la cumbia, de la house, des trucs comme ça. Pour me faire marrer avec un pote, on avait un crew qui s'appelait Tropical Blue Master Clash. On mixait un peu tout. Puis c'est là que j'ai commencé, tu vois, à l'usine, un peu dans les spots alternatifs de Genève, tu vois. Et à un moment, avec mes potes avec lesquels on faisait beaucoup de rap et de graphes, surtout, on avait un local vers Port-Franc. Un local vraiment genre freestyle, tu vois. Genre, c'était le bordel pas possible, il y avait des bonbonnes partout, ça puait. Il y en a un qui faisait beaucoup de dessins, l'autre qui faisait plus du graphe, du rap. Ouais. C'était vraiment un truc d'artiste à 20 ans, tu vois. Un îlot de liberté, c'était ouf, franchement, quand j'y pense. Et puis c'est là-bas que j'ai découvert Sango. J'écoutais Sango, c'est la musique que je te faisais écouter. C'est un peu trap, baile funk et tout, vers 2014-2015. Je me suis dit, oh, c'est trop stylé, j'ai envie de faire ça. Et il se trouve que dans ce local, il y a un gars qui s'appelle Neuya, qui a commencé à apprendre à produire avec la légende Max, qui nous a appris Ableton. Et puis c'est là que j'ai appris. Puis à partir de là, j'ai commencé à être un peu plus beatmaker pour des rappeurs et tout. Et puis plus le temps évoluait, plus j'ai commencé à faire des sons un peu plus punchy pour pouvoir les mettre en soirée, tu vois. Et après, je suis parti au Brésil, tout seul pendant 1 mois à Rio. Et c'est vrai que j'étais confronté à une vie culturelle totalement différente de la Suisse, tu vois. Ça fait les teufs dans la rue, tout le monde connaît les sons. Puis je suis revenu avec plein de samples, j'ai beaucoup produit là-bas. Puis en revenant, avec des potes, on a créé justement le crew Osadia. Puis à partir de là, ça fait que de monter en gros dans la musique, quoi. Pour mon groupe et pour moi, ouais. Tu disais juste avant l'interview que y a quand même le côté fusion un peu de certaines prods qui t'a attiré aussi
Ouais, Tu total. parlais de trap, des bails par exemple. Bah, tu vois, en fait, je trouve qu'on est dans cette génération Internet. Moi, si je veux écouter de la musique malaisienne, c'est à portée de clic. En fait, on est influencé un peu partout, j'ai l'impression. Et puis, c'est vraiment ce côté de mélange de sons, c'est vraiment un truc de la génération Internet, j'ai l'impression, tu vois. Et, et ouais, bon, moi, ce qui m'a attiré chez Sango, c'était ce fait de mélanger des samples un peu soul, des percussions très bail et funk, et puis en fait des drums trap, avec une grosse basse trap. C'est par là que je suis rentré vraiment dans la production. De là, je faisais plein de trucs à droite à gauche. Hein. Quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de trap, beaucoup de house et tout. Mais vraiment, ce qui m'animait, c'était ce mélange-là. Et puis, plus le temps passe, plus vraiment... en fait, tout type de musique, c'est du mélange. Hein. T'as toujours un truc, un élément qui est influencé par une culture ou une autre. Après, il y a des C'est l'histoire de la similitudes. musique, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Après, t'as des patterns de rythme qui sont assez similaires, en fait, suivant les régions. Et... Ouais, parce que t'as commencé un peu à te faire un nom avec le baileyphone, justement. Et puis après, relativement rapidement, t'as commencé à mixer avec des sons tunisiens aussi, Mhm. qui est une de tes origines, la Ouais. Tunisie. Ouais. Exact, ouais. En fait, j'ai commencé surtout à me dire, ouais, c'est cool. Je sais pas, 2018, j'ai dû faire mon premier son avec des influences arabes. Quelques années après avoir commencé. Et puis en fait, ça m'a tout de suite plu. Puis petit à petit, j'ai fait un peu. Moi, je me rappelle, il y a vraiment eu un change. J'ai pas vraiment commencé par la musique à proprement dit tunisienne, mais vraiment d'influence nord-africaine plutôt, tu vois. Je suis allé, ma copine, elle m'a invité à un concert. On est allé à l'AMR, truc jazzy un peu. On a vu un concert Gnawa. Gnawa, jazzy. Et Gnawa, tu sais, c'est des cultures amazirs d'Afrique du Nord. Et j'ai vu ça, j'ai cassé ma tête. Et c'est à partir vraiment de ce concert que je me suis dit, mais en fait, c'est trop stylé. Puis ces gars, j'ai vu le concert du groupe Zafif. Ce sont des types de Genève. Trop fort, grosse dédicace à part ça. Puis à partir de là, je me suis dit, mais en fait, je suis amazir aussi. J'ai posé des questions à ma mère, j'ai regardé avec ma famille, j'ai vu que mon grand-père, à l'époque, il parlait aussi un peu amazir. Puis en fait, on vient de là-bas. Que les amazirs... En fait, moi, je suis pas arabe, je suis amazir de base. Et carrément, presque tous les Africains du Nord sont d'origine amazir, Ouais, ok. colonisés par les Arabes. Ouais. Donc oui, je suis arabe, mais je suis aussi amazir. Il y a aussi cette dualité là-bas, tu vois, c'est pas... Et puis j'ai fait tout un travail de recherche en composant des musiques. Je me rappelle, j'avais fait ce son, la Tam Galt, qui est dispo sur SoundCloud et Bandcamp. Et vraiment, j'avais fait toute une recherche sur le... J'étais rentré plutôt à travers la photo de Lennart et Landrock. Tu vois, c'est en fait des orientalistes qui vont début du XXe siècle, fin XIXe, il me semble, qui vont en Afrique du Nord, qui vont prendre des photos un peu des populations et tout, mais avec un œil aussi un peu pas colon, mais un œil un peu exotisant, si tu veux, Ouais, des gens. bien sûr. Ouais. Et du coup, j'avais pris cette photo d'une femme. Enfin, ils ont pris une photo d'une femme qui a justement le yaz. Tu sais, le yaz, c'est le signe amazir que tu as dans le drapeau amazir. C'est le trait vertical avec les deux vagues horizontales qui représentent un peu l'homme, l'humanité. Je suis rentré là-dedans, puis j'ai fait tout un travail et tout. Et puis après, à partir de là, j'ai un peu plus poussé aussi la recherche musicale, rythmique. Et en gros, ce que je fais, si tu veux, tous les matins, moi, je fais du son. C'est presque des recherches rythmiques. Ok. Ouais. Je compare les trucs et tout, j'écoute beaucoup de sons aussi. Et tout ça, justement, ben, ça donne un peu le son que je fais aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et tu joues d'ailleurs tes drums à la main, on en parlait avant. Ouais, je crois que je suis quand même un peu obligé de le faire, tu vois. Pour le groove que je recherche, je suis obligé de faire à la main. Ouais, puis il y a un côté plus organique aussi. Et que... Total organique, quoi. Ça, je kiffe trop la musique organique, quoi. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu dis, je trouve. Déjà, l'aspect un peu identitaire de la musique, parce que un genre musical, ça porte une identité culturelle, voire même ça représente une culture, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant. Et je me demande un peu, du coup, toi, si tu as un peu cette démarche-là aussi de vouloir un peu porter une identité culturelle tunisienne ou autre, un peu au-delà des frontières. Et deuxièmement, il y a la question aussi de l'orientalisation de ce genre de... Bah, tu parlais des images, mais c'est pareil avec la musique. Dès que ça s'exporte un peu dans les pays occidentaux, un passé, une histoire coloniale, t'as vite une projection orientaliste un peu, tu vois. Ouais, grave, Alors, c'est abusé. Alors je sais pas comment tu deals un peu avec ces deux, parce que d'un côté, ben, c'est normal de... C'est comme si, des fois, c'est l'impression que j'ai en tant que Suisse blanc, tu vois, qui suis entouré de beaucoup de Suisses qui n'ont pas forcément d'origine étrangère, qui est un peu cette projection orientaliste que tu hérites du passé, et que du coup, quand tu veux représenter un peu une musique
arabophone ou maghrébine, et ben t'es obligé de dealer avec cette projection que les autres ont de toi. Ouais. Ouais, ça peut l'impliquer comme question, toi. C'est mais hyper ouais. intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, bon, alors déjà, la première partie, oui, j'ai été vraiment très influencé par la culture tunisienne, notamment Sabri Mosber, dont j'ai fait un remix avec lequel j'ai ouvert Boiler Room. J'ai quand même sorti le drapeau tunisien, ça a fait un peu le buzz en Tunisie. Ça, c'était fin 2022, c'était cool et tout. J'ai passé l'année 2023 à, entre guillemets, surfer sur ce buzz, ce petit buzz là. Et en fait, comment j'ai aussi commencé à vraiment jouer de la musique arabe, nord-africaine et surtout arabe, c'était aussi avec Omar Souleyman. J'ai fait des remixes de Omar Souleyman et c'est vraiment les gars d'Ozerdia qui m'ont dit mais en fait, faut que tu continues là-dedans, tu vois, c'est ton truc et tout. Mais en fait, moi j'étais là, oui, c'est cool et tout, mais je voulais pousser le truc, je voulais créer vraiment mon son. Et en fait, je suis quand même un cas particulier parce que moi je suis très inspiré par un type d'afro house qui vient de Lisbonne, du Portugal, qui est fait par les vagues de migration angolaise, capverdienne, et qui est créé dans les ghettos de Lisbonne. Moi je suis trop influencé par ça, surtout par le label Principe, par les bros DJ Lee Cox, DJ Danny Fox. C'est un type de house, de afro house, hyper organique, hyper percussive. Et en fait, moi j'aime tellement ce son que j'ai envie de faire quelque chose qui y ressemble. Mais en fait, il y a aussi cette côté de légitimité. Moi, j'ai pas grandi dans les ghettos de Lisbonne, je suis pas noir, je suis pas du tout d'Angola et tout. Par contre, je suis influencé par eux parce que ce qu'ils font dans la musique électronique, il y a personne qui fait ça. Sauf que moi, j'arrive et c'est aussi une quête de légitimité, en dire OK, moi je veux faire ça, mais j'ai envie d'y apporter une touche nord-africaine parce que c'est vrai, c'est ce que je suis, tu vois. Donc en fait, ça vient aussi à la croisée des chemins, tu vois. Après, la question de l'exotisation, là, c'est dans le chemin dans lequel je suis. Et c'est vrai que je trouve que c'est cool aussi de surfer sur l'héritage culturel, mais c'est aussi qu'est-ce que t'en fais, tu vois. Parce que c'est vrai que, entre guillemets, nous les rebeux, on peut être très kitsch, et ça c'est moi qui le dis, tu vois, et ça me saoule un peu, tu vois. Moi, si tu veux, c'est cool de passer un remix de Omar Souleyman et tout machin, mais moi j'ai envie d'un truc authentique, j'ai envie de quelque chose de underground aussi, tu vois. Et ça, moi je pense aussi représenter ce côté un peu street de la musique un peu arabe, underground et tout, et nord-africaine, tu vois. Et c'est pour ça que j'arrive aussi avec ce mélange de l'afro house. C'est pas une volonté, enfin ça se fait un peu tout seul, tu vois. Je suis comme je suis, tu vois. Je vais pas mettre une casquette parce que j'ai envie d'être street. Je la mets tous les jours, ma casquette, tu vois. Les TN, je les mets tous les jours, je les collectionne, c'est comme ça, tu vois. Mais j'ai aussi envie d'arriver, de dire, on peut être rebeu, faire de la musique et pas être kitsch, tu vois. Et on peut aussi faire autre chose que du Omar Souleyman avec des synthés qui partent dans tous les sens. On peut arriver avec un délire vraiment underground street, tu vois. Et t'écoutes mes sons, surtout les prochains qui vont arriver, c'est totalement ça, tu vois. Il y a une petite touche, j'essaye d'être un peu plus raffiné, tu vois. Et c'est ça, c'est ce que je disais aussi dans d'autres interviews. Moi, quand je vois les gens, j'ai un pote en Jordanie qui s'appelle Toumba, il fait du son, enfin, la musique électronique, mais il maîtrise beaucoup plus ce côté un peu esthétique, de ramener sa touche culturelle, si tu veux. Tu vois, il va pas forcément mettre des darboukas tout le long, mais il va mettre les 2-3 percussions qui vont te dire ah ouais, purée, ça, cette couleur, c'est subtil et c'est trop maîtrisé. Et moi, je suis né en Europe et je vois les gens là-bas quand ils font de la musique arabe, et puis en fait, je trouve que, enfin, quand ils font de la musique électronique depuis les pays arabes, et je trouve qu'ils sont beaucoup plus sophistiqués, c'est beaucoup plus esthétique, c'est beaucoup moins flagrant, parce que nous, en Europe, les rebeux d'Europe, quand on va faire la musique arabe, ben, ça va être bien plus kitsch, et on s'auto-exotise aussi, tu vois. Ouais, ok, intéressant. Moi, je regarde ça du point de vue, de notre point de vue à nous, tu vois, et puis moi, j'essaye d'arriver avec quelque chose de différent. Et c'est ça vraiment si tu veux, mon message. Bah, quelque part, ça a du sens ce que tu dis aussi, parce que quand t'es un arabe d'Europe, bah, t'es européen. Ouais. T'es occidental, t'as aussi cette image, je pense, malgré toi, peut-être. Total, ouais. Un peu moins que quelqu'un qui a pas d'origine dans un pays arabe, mais. Bah, moi, quand j'étais gamin, on me disait ah ouais, mais c'est mon cousin, il est suisse et tout. Et j'étais ah ouais, mais je suis tunisien aussi, si on est cousins. Bah, après, t'es là en Suisse et puis on passe. Ça arrive quand même assez souvent qu'on te ramène à tes origines. Je veux dire, j'en souffre pas, ça va, tu vois. Mais ça arrivait quelques fois qu'on me dise ouais, non mais c'est pas c'était rebeu, des trucs comme ça. Donc t'as cette dualité et puis il faut dealer avec. C'est intéressant cette question d'identité, parce que tu parlais on est la génération internet, mais on est aussi une des générations les plus multiculturelles qu'il y ait jamais eu, je pense. Ouais.
et on est matrixé par l'identité, tu vois. C'est quoi être suisse, c'est quoi être tunisien, qu'est-ce qu'on est. J'ai l'impression, mais c'est un peu un feeling que j'ai pas fait d'études sur la question, que notre génération, on se pose beaucoup de questions là-dessus, et sur le sens de qui on est, comment on se construit, sur quelle référence, tu vois. Grave. Je sais pas comment toi, qui as plusieurs origines, t'es aussi italien, Ouais. t'es genevois, comment tu deals avec ça, c'est quoi ton point de vue un peu sur ce genre de... Moi, ce que je dis toujours, avant tout, je suis genevois. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Je kiffe trop Genève, c'est ma ville. C'est là où j'ai commencé, c'est là où j'ai j'ai ma famille proche, et puis c'est là où j'ai tous mes potes et tout. Et je me sens bien à Genève. À part l'hiver, putain, je déteste l'hiver. Ouais, l'hiver à Genève, c'est un peu... Ah, c'est dur. Mais en vrai, l'été, je trouve que c'est une des plus belles villes au monde. Je suis trop bien ici, franchement, je kiffe trop. Je suis très attaché à cette ville. Ah, c'est une ville qui a une identité forte aussi, quoi. Il y a des mélanges pas possibles. Je veux dire, il y a des gens, ils sont kosovars thaïlandais. Il y en a, ils sont roumains marocains. Enfin, tu vois. Ouais, de ouf. Et c'est trop stylé, tu vois. Après, ça amène justement son lot de challenge, un peu, entre guillemets. Tu vois, c'est très différent de Lisbonne, où ils ont créé leur son, avec leur culture commune, parce qu'ils ont une migration commune et des histoires communes. À Genève, on a des histoires très individuelles aussi au niveau de la migration. Au niveau du sud de l'Europe, il y a plein d'histoires communes entre les Italiens qui sont venus, les Espagnols, les Portugais et tout. Avec les gens qui viennent aussi du Kosovo, il y a des histoires communes. Mais il n'y a pas forcément de musique commune qui est créée au travers tout ça, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'à Genève, on a cette génération Internet multi-influencée partout, tu vois. Et c'est aussi parce qu'on vient de partout. Donc, dans Osadia, d'ailleurs, c'est un peu ça. Dans Osadia, c'est un groupe d'enfants d'immigrés. Ouais. Donc Osadia, Totalement. qui est ton collectif. Exact. C'est mon crew de beatmaker, crew de producteurs avec un MC. D'ailleurs, le MC il vient d'Haïti, des États-Unis. On a un qui vient d'Inde, on a un qui vient d'Écosse, de France. Ça, c'est tellement Genève, c'est beau. C'est trop stylé, ouais. C'est trop stylé. Mais c'est vrai que j'essaye en tout cas maintenant de dépasser ça un peu. On a beaucoup, dans notre génération, on a beaucoup surfé sur l'héritage culturel. Et est-ce qu'on arrive au bout de ça ? J'en sais rien, mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai envie de dépasser ça. Et si tu veux, j'ai pas envie d'être booké pour être l'arabe de service. Et il y en a plein, hein, des rebeux, DJ et tout, qui veulent pas être bookés pour ça. Mais en même temps, j'ai aussi envie de créer de la... Enfin, moi, déjà, mon activité principale, c'est produire du son. Et c'est que à travers ça qu'en fait, on peut savoir qui je suis, tu vois. Donc en fait, c'est surtout à travers la musique que j'ai envie de créer quelque chose d'un peu au-delà de ça, mais tout en, tu vois, en assumant aussi que je viens d'Afrique du Nord, tu vois. On parle de Genève, c'est aussi une ville qui a une grosse histoire de l'underground. Et toi, t'es un peu, je sais pas, peut-être malgré toi, l'héritier de cette histoire-là aussi, mais c'était un peu Tu parlais beaucoup de l'underground avant, ça a l'air de te tenir à cœur. Est-ce que t'as des liens... moi, l'impression que j'ai un peu, c'est qu'il y a eu des années 90 à Genève, il y a eu ce gros boom de culture underground avec tous ces squats, etc. Pas mal d'artistes qui sont sortis de ce contexte-là aussi. Et après, ça s'est un peu endormi pour des raisons politiques notamment, et de spéculation financière, etc. Et puis, ensuite, vous arrivez, notamment aux Osadia, vous êtes 7, vous cassez tout à Genève, il y a un peu une sorte de renouveau. C'est un peu ma lecture de l'histoire du truc, hein, peut-être que c'est un peu biaisé. Est-ce que tu as quand même des liens avec ce passé de l'underground genevois ? J'imagine qu'il y a quand même peut-être des connexions, ou pas du tout, et c'est vraiment un... Alors moi, d'un point de vue personnel, moi j'ai fait mes premiers graphes dans des squats. Hein. J'ai traîné dans les squats. Moi, à Versoix, il y avait des squats partout. C'était trop stylé quand t'es gamin ou quand t'es ado d'avoir des squats. C'était une dinguerie. On a fait quelques soirées dans des squats en tant que Péco avec Osadia aussi, Tropical Blue Master Clash aussi. Bah du coup, on a des potes. Moi, j'ai des potes qui sont nés dans des squats, tu vois. Mais c'est vrai qu'on est les héritiers, mais le problème, c'est que nous, on est un peu la génération sacrifiée. On n'a pas ces espaces de liberté. Ce qui est salaud pour nous, c'est qu'on a goûté aux fruits défendus un peu, et après, on nous l'a un peu confisqué comme ça. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est hyper frustrant, quoi. C'est trop frustrant, et puis du coup, il faut dealer avec ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu des mobilisations pour la culture quand j'ai participé, quand j'avais 16 ans à peu près, où il y a eu des grandes manifestations à Genève, parce que c'est vrai, on n'avait pas beaucoup de lieux culturels. De là est née la Gravière. Donc il y a aussi des lieux, il n'y a pas que des individualités. La Gravière, le Motel Campo, l'usine, grosse institution dans laquelle aussi, moi, c'est là où je suis sorti les premières fois en club et tout, où j'ai eu mes premières expériences club, c'était là,
c'est quoi cette dinguerie et tout. Le son, il est tellement fort, les gars. C'est trop ouf. Ouais. Et oui, on vient de cette culture. C'est clair que, par exemple, je sais qu'il y a un artiste d'Ozadia, Zalif, il va faire un vernissage dans un squat, actuellement. Dans un truc, faut pas vraiment dire où c'est un peu scred et tout, tu vois. Donc cet esprit perdure, c'est cool. Il y a quand même une continuité en fait dans le. Ouais. C'est pas mort totalement. Après, faut tout reconstruire. C'est ça. Après, c'est pas quelque chose qu'on le fait consciemment. Hein. Franchement, honnêtement, nous on est là avec Ozadia, on est là. Bon viens, on sort un projet. Venez, on fait des bangers. On prod pas forcément tout le temps tous ensemble, même rarement, tu vois. Parfois, c'est plus par binôme et tout. Moi, je suis vraiment quelqu'un, je travaille seul, tu vois. Ouais. Je suis tout seul dans ma chambre et c'est ce que je kiffe faire, tu vois. C'est clair que c'est cool les mélanges, faire des collabs avec des artistes et tout, je kiffe trop aussi. Mais la plupart de mon travail en tant qu'artiste, c'est tout seul, tu vois. Donc, il y a aussi cette démarche un peu individualiste. Et ça, faut le prendre en compte aussi. Et moi, je t'ai entendu dire, moi, je veux l'underground, je veux faire de l'underground. Ouais. Pourquoi c'est autant important pour toi? Et puis même, c'est quoi le sens en 2024 de la culture underground? C'est quand même très contextuel, tu vois. Peut-être chaque décennie, tu as des combats, des raisons d'être. Et organiquement, ça émerge chaque fois, tu vois. Donc, ça a un sens, mais du coup, pour toi, c'est quoi le... Déjà, c'est quoi underground, tu vois? Ouais. C'est quoi underground? C'est vraiment ce côté... Moi, je vois ça comme culture émergente un peu. Enfin, tu vois, genre pas qui est pas au premier plan, quoi. En gros, c'est ça, tu vois. Et de toute façon, par définition, dès le début, ce qu'on a fait et ce qu'on fait, c'est ça. Après, si tu dis oui, les soirées aux Adia, est-ce que c'est underground? Parce qu'il y a beaucoup de baile funk. Est-ce que le funk, c'est underground? Le funk brésilien? Ça peut Je sais pas, l'être, tu ouais. vois, c'est tellement large. Dire le funk brésilien, c'est genre presque exotiser le truc, tu vois. Parce que quand tu dis funk brésilien, un brésilien, pour lui, genre, ça veut tout et rien dire. Suivant dans la région dans laquelle t'es, c'est des types tellement c'est des styles de musique tellement différents qui peuvent même pas être associés les uns à côté des autres, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'on a aussi moi en tout cas que j'ai compris avec le temps, tu vois. Maintenant, je sais que si je vais mixer du funk à une soirée aux Adia, je vais plutôt partir sur un style, naviguer sur un autre style de funk. Et c'est ça c'est ça aussi l'underground, tu vois, c'est les sous-genres, tu vois. Moi, ce que je fais, perso, il y a pas beaucoup de gens qui font de ce type d'afro house avec des sons rebeux. Enfin, j'en connais vraiment. De temps en temps, j'ai un poteau d'Abidjan qui a fait un son, je l'étais là. Nostra, SO le poteau. Il a fait un son, c'est clairement afro-maghreb, il y a du oud et tout, puis il a joué avec des percus très afro house et tout. Mais je connais pas vraiment beaucoup de gens qui font vraiment le son que je fais. Et du coup, en ça, c'est underground, tu vois. Ouais, mais c'est aussi permis par une certaine liberté, tu vois. En deçà des labels, enfin tu disais c'est très individualiste, oui, mais c'est aussi parce que c'est toi, ta musique. Et l'underground, c'est peut-être aussi cette liberté d'esprit et de production. T'as peu de contraintes, c'est peut-être un état d'esprit aussi, l'underground. C'est peut-être ça aussi, t'as besoin d'un état d'esprit, d'une certaine vision, et peut-être de certains combats aussi, je sais pas. Je crois que c'est vraiment cette volonté de faire de la musique qui est pas genre déjà qui est pas de la pop méga évidente. En gros, il y a aussi de ça, tu vois, je pense. C'est dans la volonté de créer quelque chose de différent, tu vois, je pense, de base. Après, dans les côtés combatifs, ou revendicatifs, ça vient avec, à mon avis, tu vois. C'est pas pour être revendicatif que tu vas créer quelque chose un peu plus underground. Après, ça dépend. C'est vraiment selon le contexte genre actuel, tu vois. C'est clair que ma musique, je sais pas où elle est. Je sais pas vraiment où elle est écoutée, tu vois, forcément. C'est ça aussi le truc, tu vois. Et ça dépend des lieux, tu vois. Le contexte, on parle du contexte, c'est Genève. Alors moi, je vais pas forcément mixer. Je trouve qu'à Genève, t'as un clivage, tu vois. T'as soit alternatif, soit très mainstream. Il y a des entre-deux, 2-3 exemples, surtout en termes de club, en fait, tu vois. Et le fait d'être un peu dans ce milieu alternatif, clubbing alternatif, ça te met dans l'élément un peu underground, par essence, tu vois. Après, moi, je vais pas forcément mixer à la CAF 12 ou des trucs comme ça. Ça, c'est hyper underground. Il y a quand même il y a une échelle un peu, tu sais, c'est un continuum un peu. Mais peut-être qu'un jour, ce serait intéressant, tu vois, que j'aille faire un live avec des trucs complètement déconstruits et tout. Ou même faire des collabs avec Nast. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Des sons totalement déconstruits qui n'ont aucun rapport avec rien. C'est un défi un peu, tu vois. Mais j'ai vraiment une musique qui est reliée à
à ce contexte alternatif en termes de club, tu vois. C'est vraiment ça. Je mixe pas dans les endroits où ça sert des bouteilles et où tu réserves ta table, tu vois. C'est ça, moi je mixe dans des endroits où c'est pas trop cher pour les gens pour entrer. La bière elle est moins chère qu'ailleurs, normalement. C'est aussi une question d'accessibilité à la culture. Total, ouais. Total. Et ça c'est intéressant parce que à Tunis c'est trop différent. L'underground, il est vraiment méga underground. Quand tu regardes le Sailing Stone Festival, c'est genre dans des squats limite, des trucs abandonnés avec de la techno, genre pas accessible du tout, du rock super saturé dans tous les sens, et des gens que t'as l'impression que tu vois pas dans les cartes postales, tu vois, de la Tunisie, alors que moi je vais pas mixer dans ces endroits-là forcément, tu vois. Je kifferais bien en vrai, mais je vais plutôt dans des endroits là en tout cas où j'ai mixé, c'est quand même réservé un peu pour les riches quand même, tu vois. Quand je suis allé à Tunis, parce que j'étais aussi sur cette vague de j'ai montré le drapeau de la Tunisie à Boiler Room. Les gens ils veulent que je vienne jouer à Tunis, il faut que ce soit accessible et tout. Mais tu vois, j'ai joué dans un endroit où genre il y avait 3 passages de sécurité, tu vois. Ah ouais. Trop chiant. Ouais. Et j'ai un cousin qui a pas pu avoir accès, il s'est fait tout de suite refuser l'entrée au premier truc de sécurité alors qu'il était sur la guest list, tu vois. Et... C'est intéressant aussi la question de ces espaces en Tunisie, surtout depuis la Révolution, je pense. Ouais. Tu dis, il y a ces espaces de squat très underground. Est-ce qu'ils ont un sens aussi dans ce contexte-là? C'est un espace où c'est juste des gars qui vont faire la teuf Non, c'est totalement... Ils ont totalement un sens dans ce contexte-là. Après, je crois pas que ça existe... Je crois pas que ce festival-là, Sailing Stone Festival, il a existé avant la Révolution. Je suis presque sûr que non. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui est arrivé post-révolution, ça c'est sûr. La révolution, elle a ouvert des possibilités aussi, j'imagine. À fond, ouais. Mais après, c'est quelque chose c'est pas qui est apparu comme ça, tu vois. C'est aussi une construction. Il y avait déjà des gens qui faisaient il y avait déjà des avant-gardistes, tu vois. Moi, je connais pas très bien, je t'avoue. Mais par contre, ce qui est intéressant en Tunisie, c'est qu'il y a un vrai, entre guillemets, turnover des clubs. Ça ouvre vite, ça ferme vite, ça Okay. bouge. Ouais. Là, il y avait un grand complexe hôtelier où il y avait plein de boîtes de nuit. Tu vois, les gens, ils ont commencé à boycotter parce que le type qui tenait ça, c'était un sioniste. Donc en fait, ça s'est cassé la gueule. Donc en fait, après, il y a d'autres clubs qui ont ouvert à d'autres endroits. T'en as certains qui sont restés un peu dans la périphérie de cette zone-là, au nord de Tunis, à la Marsa. Je sais pas si c'est au nord, mais en tout cas, c'est vers le quartier de la Marsa, au bord de la mer. Et du coup, ces lieux-là, en fait, ils sont underground, mais ils sont aussi fréquentés par des personnes qui ont un peu de fric, tu vois, quand même. Après, moi, j'ai rencontré un artiste, il vient d'un milieu populaire, totalement populaire, et le gars, il a tellement faim, il sort un max de sons, il est booké à droite, à gauche, puis il commence à tourner en Afrique du Nord, tu vois. Oh. Donc il y a aussi ces exemples, et tout en faisant, lui, il a un côté très UK house et tout, tu vois, mais t'écoutes ses sons, tu pourrais pas deviner qu'il vient d'Afrique du Nord, tu vois. Ouais. Et c'est ça et c'est là où on touche à un autre point qui est hyper intéressant, c'est est-ce que c'est parce que t'es en Afrique du Nord que tu dois faire du son d'Afrique du Nord, tu vois? Moi, je suis, comme on parlait, moi je suis allé faire cette résidence au Maroc, mais l'enjeu c'était aussi de se dire, pendant la résidence, les artistes marocains qui tournent dans les festivals, qui tournent en Europe et tout, il y a qui? Il y a Retro Cassetta, il y a Guedra Guedra, il y a Shebrunner, et les trois ils font de la musique nord-africaine, mais avec un peu hybride et tout mélangé et tout. Et puis c'était un peu ce que je disais aux jeunes, aux jeunes, il y en a qui étaient plus vieux que moi, aux gens qui étaient pendant la résidence, qui cherchaient un développement artistique aussi, tu vois. Et ils étaient là, mais comment on tourne et tout. J'étais là, peut-être qu'une des solutions c'est ça. Mais après il y en a un, il m'a dit, ouais, mais il y a aussi ce gars là, Koch, qui fait du live house et tout, et puis il a pas besoin. Je dis, ouais, c'est vrai, il a pas besoin. Mais alors dans ce cas-là, si tu fais de la musique house et tout, parce que t'en as des millions dans le monde entier qui font, il faut que tu trouves un truc qui te sorte du lot, tu vois. Soit tu vas mixer tes musiques, qu'elles soient super clean, soit tu vas faire des constructions au-delà. Enfin, il faut se challenger, tu vois, si tu veux sortir de ton lieu. Et c'est ça aussi. Moi aussi, si je suis sorti de Genève, c'est parce que je me suis challengé. J'ai essayé de créer un style, en fait, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que la musique, ça peut être aussi... Ça véhicule beaucoup de choses. Et ça peut véhiculer des clichés. Et je peux comprendre que ce soit fatigant. Enfin, moi, j'imagine s'il y a des DJ suisses qui vont mixer en chemise Edelweiss, qui remixent Yodel... et que c'est ça, que ça presque qui marche à l'étranger, ça me casserait bien les couilles aussi, je pense. Donc, mais en même temps, il y a une façon de le faire. De fou. Ouais. Et je pense que
la réalité, c'est que les gens d'Afrique du Nord, ils sont bien plus chauds que nous en Europe pour le faire. Et c'est une construction, chacun apprend l'un de l'autre et tout. Et je pense que on a beaucoup plus à apprendre de l'Afrique du Nord que l'Afrique du Nord à apprendre de nous, tu vois, en termes de création artistique et tout, tu vois. Ça, c'est une réalité. Et c'est pas pour placer les uns au-dessus des autres, je veux dire. Je pense qu'en termes d'expérience club, à Genève, on est vraiment bien, tu vois. Moi, j'ai fait vraiment beaucoup de dates à l'étranger et tout. Et c'est vrai que parfois, je me dis, putain, mais c'est vrai que l'expérience club à Genève, elle est ouf. Au niveau de quoi, du son Le son, lumière, ambiance, affluence. Ouais. Il y a beaucoup de... On peut aussi transmettre ça, tu vois. Ouais, c'est Mais des échanges. Chacun. C'est un échange, c'est clair. C'est ça qui est beau. Je vais revenir un peu sur la Tunisie. Ouais. Tu parlais avant, on parlait avant de la période post-révolution. Moi, c'est un peuple, si je peux me permettre ce terme-là, qui me fascine un peu parce que putain, c'est un peuple qui a fait une révolution il y a 13 ans. Et c'est incroyable, tu vois. Ce que ça dit sur un pays, tu vois, où une population se soulève et fait tomber un gouvernement. C'est quelque chose qui me fascine, tu vois. Et je connais pas la Tunisie, mais ça a l'air d'être en moyenne des gens très politisés, très déter, avec aussi une place de la femme dans cette révolution qui est assez ouf, tu vois. Je sais pas, c'est quelque chose qui me fascine pas mal. J'aimerais bien y aller pour connaître un petit peu mieux. Et je sais que toi, un peu dans ce contexte-là, mais pas que, t'assumes aussi un point de vue politique dans ta musique. Alors ouais, moi j'ai sorti un album centré sur la révolution tunisienne, tu vois, Darba, avec une face A vraiment, avec des samples qui viennent de cette période-là, des samples de voix ou des samples de manif et tout, et une face B où je suis parti totalement ailleurs, dans des sons un peu plus électroniques, et où je voulais un peu montrer l'évolution. Je suis un peu parti de ça pour aller ailleurs, et ce qui est un peu le cas aussi de mon développement artistique actuel, tu vois. Mais c'est marrant parce que moi aussi, en créant cet album, je l'ai commencé en 2019, je l'ai sorti en 2023, tu vois. Ouais. Et 4 ans de boulot. 4 ans de boulot, mais avec plein d'autres sons qui sont sortis entre-temps et tout. Et puis un Covid qui m'a bien niqué la gueule entre-temps, tu vois. Mais moi aussi, j'étais comme ça. Ouais. Moi aussi, j'étais là, putain, mais c'est trop stylé, on a fait une révolution, les gars, pète sa mère et tout. Moi, et ma cousine, elle a pris des photos pendant la révolution, mais tout le monde a pris part et tout. Mais tu vas en Tunisie maintenant, tu parles de la révolution, ils disent, je veux pas en entendre parler, tu vois. Les gens, ça leur fait chier. Je veux dire, leurs conditions de vie, elles se sont dégradées depuis la révolution. T'as presque certains qui disent qu'il faudrait qu'un dictateur revienne, tu vois. Puis le pouvoir politique actuel, c'est une démocratie, mais il y a quand même pas mal de choses problématiques, tu vois. Si tu critiques le gouvernement, ça peut être compliqué pour certains aspects, tu vois. Donc ouais, ça se tend un peu le contexte là. Je suis un peu d'année avec Kais. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Je sais pas si toi t'as un point de vue là-dessus. Bah moi, je sais qu'il y a eu des avocats qui ont un peu critiqué la Tunisie, notamment dû à la gestion de la migration, et puis qui se sont fait emprisonner, tu vois. Donc ça dit quand même quelque chose. Et je sais aussi que, paradoxalement, après la Révolution, ceux qui sont arrivés au pouvoir démocratiquement, c'est l'extrême droite islamiste. Qui sont fait têche par Kais, tu vois. Kais Saied. Et en vrai, moi j'étais en 2021 quand il a gelé le Parlement, et puis en fait il y a eu une journée incroyable, c'était la journée de la République ou un truc comme ça. C'était l'été, j'étais à Djerba, il y a eu des manifs toute la journée contre justement ce parti-là, Ennahda. Et le soir, il a gelé le Parlement et tout. Enfin, j'ai vécu une journée historique. Bon, j'étais pas au centre, j'étais pas à Tunis, j'étais à Djerba où tout est beaucoup plus calme, tu vois. Ouais. Mais c'était trop stylé, tu vois. On était tous sur nos téléphones, on regardait, oh, regarde cette vidéo, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Ah ouais, c'est stylé, il a fait ça. Il y en a qui avaient des réserves et tout. Donc en fait, c'est quand même paradoxal parce qu'il a quand même fait quelque chose. Moi, je trouve vraiment stylé aussi d'avoir foutu tous ces mecs en prison ou les avoir écartés du pouvoir. Je pense que heureusement qu'il l'ait fait, tu vois. Mais c'est vrai qu'on arrive dans une période aujourd'hui où il y a quand même pas mal de questions à se poser, tu vois, en termes de démocratie. C'est pas que la Tunisie, c'est pour ça que c'est intéressant, en fait, c'est analysable. C'est l'Europe, c'est l'Amérique du Nord, c'est l'Amérique latine. Ouais. Toutes les démocraties sont un peu challengées par je vais dire dictateurs, mais par des présidents de plus en plus autoritaires, tu vois, qui laissent de moins en moins la liberté de l'express. La Tunisie, c'est pas un cas isolé, quoi, c'est un contexte mondial qui se tend un peu. Mais en Tunisie, c'est particulièrement intéressant parce que justement, il y a eu cette révolution il n'y a pas longtemps, quoi, je trouvais que... Ouais, et puis en fait, quand tu regardes toutes les révolutions dans le monde, soit de toute façon, elles sont toutes récupérées.
Moi, je suis assez négatif là-dessus. Là, moi, j'ai un pote qui me disait même la Révolution rouge de 17, elle a été récupérée par la bourgeoisie qui était propriétaire terrienne, mais qui était pas, si tu veux, tsariste. Mais et au début, je captais pas. J'étais là, tranquille les gars et tout. Mais en vrai, c'est vrai. C'est vrai, toutes les révolutions, elles sont récupérées. La Révolution française, c'est la bourgeoisie contre Par la noblesse, quoi. par la noblesse, voilà. C'est des luttes de pouvoir interne. Ouais. En fait, tu remplaces presque des systèmes de domination par de nouveaux systèmes de domination. Exact. Au final. C'est un peu Avec des histoires. d'autres passe-droits, et puis c'est clair qu'il y a une évolution, où il y a une amélioration Ouais. de la classe ouvrière et des prolétaires et tout, mais en vrai, il y a toujours une récupération. Et en plus de ça, si tu ajoutes encore les périodes de chaos post-révolutionnaire qu'il y a dans le monde entier, à chaque révolution, bah, on est quand même un peu dans cette phase-là en Tunisie. Quand même. On est post-premier chaos, mais c'est quand même un peu le bordel aussi, tu vois. Et toi, ta musique, elle a une place là-dedans? Tu réfléchis un peu à ça quand tu composes aussi, quand tu... Moi, j'ai une musique qui a critiqué totalement le Ennahda. Et quand je la composais, ben, ils étaient au pouvoir, tu vois. Et puis quand j'ai sorti l'album, ils y étaient plus. Mais j'ai dû, entre guillemets, m'auto-censurer parce qu'en fait, si tu veux, j'ai samplé des gars qui font un podcast, comme nous, là. Ouais. Sauf que c'est un podcast de putain d'anarchistes hooligans, complètement contre le pouvoir, et qui insultent vraiment le pouvoir, mais avec des mots presque blasphématoires, tu vois. Donc en fait, une fois, je l'ai mixé en Tunisie, Ça a et pas été bien, on m'a hein. dit non, coupe et tout, Ouais, machin. ok, ouais. Donc du coup, j'en ai fait une version clean et une version crade. Une version authentique et une version un peu nettoyée, tu vois. Donc oui, il y a un putain de lien avec cet album-là. Maintenant, je suis plus trop dans ce truc-là. Vraiment, j'essaye... Je vais pas faire de la... En fait, c'était vraiment de la musique politique avant. Ouais. Maintenant, je suis autre part, tu vois. Je cherche aussi un développement purement artistique aussi, tu vois. C'est clair que c'est revendicatif parce que c'est underground et tout, mais c'est plus si évident que ça, si tu veux. Et je trouve quand même compliqué aussi, tu vois. Ouais, parce que la musique, elle peut être politique sans que les paroles soient explicitement politiques, juste par un mix, Exact. une présence sur scène dans un contexte précis. Exact. Et pour ça, live, ça peut avoir une force aussi assez ouf. Je sais pas, si toi, comment tu vis ça Live, le jouer en live, Ouais. tu dis? Bah moi, ça me tenait quand même à cœur. Par exemple, j'ai fait Nouvel An sur les quais Gustave Ador à Genève. Ça me tenait quand même à cœur d'avoir au moins un kéfier, tu vois. Avec ce qui se passe en ce moment. J'ai fait 2-3 événements aussi où j'ai mixé pour des événements qui sont en lien avec la Palestine et tout. Et ça me tient à cœur. J'accepte pas forcément tout le temps. Parce que j'ai quand même des raisons un peu personnelles de pas forcément tout le temps. J'ai pas envie d'être le DJ pro-Palestine. Je fais pas que ça, les gars. Et c'est ça qui me saoule aussi un peu, tu vois. Ouais. Dans ce Ça côté te ramène de politique. nouveau un peu à l'arabe de service. En plus, Voilà, ouais, c'est non, ça. ouais. Et puis en plus, il n'y a pas que moi, tu vois, il y en a d'autres. Oui, ouais, c'est clair. Et j'ai pas envie d'être booké juste parce que je suis pro-Palestine, tu vois. Moi, j'ai envie d'être booké. Et même, j'ai pas envie d'être booké parce que j'ai fait tel ou tel remix. Moi, j'ai envie d'être booké. Moi, en dehors de Genève, je joue que mes sons, tu vois. C'est ça, mon truc. Bien sûr, je mets des remixes et tout. Mais moi, j'ai un développement artistique. C'est ça ce que je recherche. Je cherche vraiment une direction artistique. Je cherche à créer quelque chose. Je cherche à... T'es un compositeur, quoi. Voilà, ouais. exact, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai envie d'être programmé, tu vois. Et... Ce qui est normal. Ouais, de fou. Ou qui devrait l'être, en tout cas. Mais... J'ai pas envie d'être programmé parce que je suis pro-Palestine. Ça me Ouais, c'est saoule, clair. tu vois. Et ça, je comprends tout à fait. Mais pour revenir un peu sur la force du concert, j'ai fait une ou deux soirées pro-palestiniennes à Genève aussi. Et c'est vrai que quand c'était aussi de la musique électro, ça tape. Et que t'as un public en communion un peu par la danse. Ça, quand même aussi. C'est ouf, ouais. Ouais, c'est assez ouf la force que ça peut avoir, je trouve. C'est Et ouf. dans Ouais. Bah, moi, j'ai quelques remixes qui sont joués dans le monde entier. J'en ai un qui a percé sur SoundCloud, là, je sais plus moi, 100, 200 000 vues. Ah ouais. Et sur mon deuxième compte, j'ai une deuxième identité sur les Putain, réseaux t'as qui une double s'appelle Elias Dubled. Ouais. Et qui est EDB542. Qui produit aussi de la musique, quoi. Ouais, exactement. Et à la base, c'était pour faire un peu des sons arabes. Ouais. Mais finalement, Elias Dubled. c'est juste incroyable. pour faire un deuxième truc, tu vois, Ouais. un peu plus scred et tout. Et puis ça n'a pas trop marché, ça. En tout cas, j'ai fait un remix d'un son palestinien qui a vraiment pop. Tu regardes les commentaires, c'est la place publique, tu vois. Bon, si c'est tu marrant. perces deux fois sous deux identités différentes, c'est presque arrogant, je trouve. Là. C'est marrant, hein. Mais je pense pas percer en tout cas Elias Dubled, mais c'est juste Ouais, un peu tu le verras. deuxième alias, c'est un peu
le truc Ouais. de côté, quoi. Ouais, Ça le- fait plaisir. le Peut-être side qu'un jour, project, je ferai de la ouais. techno là-dessus, tu vois, Ouais. juste pour me marrer. Peut-être que je créerai un troisième nom. Mais c'est vrai que c'est trop stylé de... Moi, ce que je kiffe, c'est quand les gens, ils passent mes sons aussi, tu vois. Je vois sur les réseaux, il y a des gens qui mettent ce remix à Chicago pendant les manifs et tout. Ah ouais, putain, Ça, ça c'est trop tellement stylé. classe. Ouais. En tout cas, 2021, il y a eu beaucoup. Et depuis là, le 7 octobre, il y a aussi, mais un peu moins. Je sais pas si tu veux parler un peu de ton processus de composition, vu que, ouais, comme on disait, t'es quand même un compositeur, producteur. Ouais, On peut peut-être terminer un peu là-dessus, c'est ta façon de faire, ton approche, si ça t'intéresse dans ouais, ton ouais, à truc. fond. Non, à fond. Moi, bah, en fait, j'ai des phases où je produis de fou. Vraiment. Et là, franchement, les 6 derniers mois, j'ai fini 3 EP, à peu près. Et, et j'ai eu plein de sons de côté. Ouais, ultra productif, quoi. Bon, après, Ah, si tu j'ai mixes été chaque ultra- matin, quoi, que t'as cette routine. J'ai cette routine-là de Ouais. me lever, prendre le café ici, puis faire du son, surtout l'hiver, parce que tu peux pas trop boire de café dehors. Ça, c'est ma routine. Mais je trouve très important aussi de pas faire du son dans le processus créatif, de faire des pauses, d'arrêter, d'écouter. Si je fais 3 semaines de pause, quand je reviens, je fais un son de ouf, tu vois, aussi, tu vois. Et si je reste trop dans mon entre-soi, dans mon truc, dans mon délire et tout, après je tourne en rond et j'arrive pas à finir les tracks forcément. Et ce qui me motive de ouf, moi, c'est parce que tu sais, j'ai une résidence à Genève qui s'appelle Baile do Gin. Et je l'ai 1 mois sur 2. Et en fait, c'est l'occasion pour moi de mixer à Genève en tant que Peko Gin. Et je trouve hyper challengeant. Parce que déjà, moi, j'essaie de jouer en tout cas 50% de mes tracks. À peu près, j'essaie de jouer mes sons, tu vois. Mais le problème, c'est qu'à Genève, les gens, ils ont écouté plein de fois mes sons, tu vois. Ouais, ils connaissent. Et tandis que c'est vrai que c'est bien plus facile d'aller à l'extérieur de Genève. Ouais. Je mets que mes sons, puis voilà, c'est tranquille, tu vois. Donc, Genève t'oblige un peu à te renouveler, c'est ça que tu veux dire Exact, ça Ouais. m'est arrivé de finir 2-3 sons le même jour, de les Ouais. commencer un samedi, de les finir le samedi, de les tester en soirée, pour cette soirée-là, tu vois. Donc en fait, la visualisation de la soirée et tout, ça m'aide trop aussi à créer. De fou, parce que moi, je fais de la musique club, tu vois. Après, je fais aussi des musiques plus calmes et tout, mais ça dépend du mood. Mais en vrai, ouais, vraiment, c'est de la musique de club Ouais, c'est fait pour le live, enfin pour les concerts. Ouais. à fond, Ouais. à fond. C'est fait pour les DJ sets et pour les live sets, à fond. Bon, ça s'écoute aussi très bien sur Spotify si jamais vous voulez aller checker, on mettra le lien, je pense. Si vous faites du sport, ouais. Non, mais ça s'écoute très bien, je trouve aussi. Je sais pas, j'ai écouté dans le train hier, en me préparant un peu quelques questions. Ça passe trop, quoi, aussi. Ah, Ça passe, j'imagine, bien mieux quand ça tape un peu en live, mais je trouve que ça s'écoute aussi comme ça, parce que t'as toute une construction quand même. Tu sens la réflexion qui est un peu derrière. ouais. Il y a une recherche de son, il y a tout ce travail sur les percussions. Moi, je trouve. Je fais un peu de batterie, toi, ça me parle particulièrement. Ça groove, quoi, c'est bien. Ouais, c'est le but, ouais, que ça groove à mort. Et l'écouter calmement, je trouve que ça vaut aussi peut-être la peine, quoi. Ouais. Ouais. Je pense que t'as certains sons qui s'y prêtent plus. Notamment, je pense, Connexion, qui peut aussi très bien passer en club, mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très housey, musique électronique, qui aiment bien ce son. Pourtant, c'est un pattern de drum très afro-house aussi, tu vois. Mais il passe bien aussi de l'écouter un peu plus calme parce que t'as des nappes et tout, t'as une évolution dans le son et tout. Ouais. Ça aussi. Mais c'est pas forcément quelque chose que je recherche vraiment. C'est pas le but premier, si Ouais. tu veux. Mhm. Après, moi, vraiment, le but, c'est de la recherche rythmique. Vraiment, c'est ça. Et même Et parfois, tu joues aussi des percussions en live, en live où t'as appris à en jouer. j'ai appris tout autodidacte, seul. Ouais. ouais. J'ai appris tout seul. Là. En fait, j'ai remarqué que si je voulais jouer mes percussions et que ça groove, fallait pas que je les joue au clic. Tu peux très bien prendre la souris, placer tes percussions et tout, mais si tu veux qu'il y ait du groove, faut tout jouer en live. Ouais. Mhm. Et c'est ce que j'essaye d'amener en général mes élèves quand ils font de la musique qui se prête à un certain groove. J'essaye de les amener à jouer en live, à jouer sur le moment les percus, tu vois. C'est vrai que le groove, il doit être un peu humain quand même. Ouais, total. Si c'est pas organique, c'est plus compliqué. Enfin, Et c'est si- un peu animal, quoi. Un peu. Ouais, un peu tribal parfois. Ouais. Et surtout, t'as des grooves, t'arrives pas à faire. T'arrives pas à faire si tu joues pas. Et donc à partir du moment où j'ai capté ça, j'étais là, bah ouais, on va Donc- falloir tout faire. Donc, tu pars de la rythmique pour composer un son, en général ou... Ouais. Là, le dernier que j'ai fait, je suis parti de la basse, par exemple. Mais ma basse, elle est rythmique. Elle va dans un certain pattern et tout. Je joue une ligne de basse, une boucle. Et je travaille beaucoup en boucle. Je fais des boucles. Moi, c'est mon délire. Même ma façon de mixer, c'est avec des boucles. Tu vois, je suis vraiment en mode loop. Je commence avec une boucle. Là, j'ai fait basse. Ensuite, j'ai joué un peu des percus. J'ai mis un kick. Et après, je commence un peu les synthés. Ouais. Mais ça m'arrive aussi de commencer, suivant le style que je veux faire. Il y a un style de son
de funk brésilien très électronique qui s'appelle Automotivo, avec des bruits très de jeux vidéo, des trucs presque EDM aussi. Et là, je commence par le synthé. Mhm. Je commence par le synthé, mais parce que c'est un son qui est beaucoup moins... un style de musique qui est moins tu travailles beaucoup moins les percussions et tout, tu vois. Ouais. Tu travailles vraiment... Le bounce, il est dans le synthé, tu vois. Donc je commence par ça, 2-3 effets, bam, et ensuite je continue. Mais ce genre de son, c'est intéressant parce que je les finis presque jamais, tu vois. Ah ouais. Je l'ai fait parce que je kiffe trop faire ça, j'ai la boucle et tout. Et tu Et les bam, sors je pas. passe à autre chose. Ouais. Non, j'ai 2-3 boucles et puis après je passe à autre chose. Ouais. Pour le kiff, ouais. Et puis tu sais, j'ai aussi ce truc de moi, si ça me plaît pas tout de suite, j'arrête, tu vois. Ou je commence autre chose, je fais autre chose. S'il y a pas tout de suite une satisfaction, j'arrête. Même si je suis hyper focalisé, tu vois, je peux me rouler une clope et pendant 1 heure, elle est là sur le côté et j'ai oublié que j'avais une clope, tu vois. Même si je suis hyper focalisé, mais si pendant ce moment d'hyperfocalisation, j'ai pas un truc qui me plaît, j'arrête ou je passe à autre chose. Ouais. C'est au feeling, t'as pas des critères. C'est au feeling, c'est un truc de dopamine aussi, tu vois. Si t'as pas de plaisir, s'il y a pas le truc. Puis j'ai quand même un petit syndrome de trouble de l'attention. Donc en fait, s'il y a pas tout de suite une stimulation, ça m'emmerde. Je déteste, je suis pas patient, je suis très impatient et tout. Donc si c'est foireux dès le début, je me casse. Ouais. Intéressant. Bon bah merci beaucoup. Merci à vous. Hyper merci intéressant. Là tu pars en tournée nord-américaine, c'est juste? Ouais, je pars dans 1 semaine et demie. Ouais. Bon voyage, tu fais quoi? J'ai vu que Canada, New York. Canada et New York. Ouais. Je fais que Canada et une date à New York. Ouais. Ouais. Ça va être lourd ça. T'as déjà joué là-bas ou... J'ai déjà joué à Montréal Ouais. et je vais y retourner. J'ai hâte, ça va être lourd. Et New York, je suis jamais allé aux États-Unis de ma vie. Ouais. Donc ça va être la première fois. Ouais. Et je rêve d'aller à New York. Donc pour y aller avec la musique, c'est trop stylé. C'est à Brooklyn en plus. Je crois que c'est à Brooklyn. Ouais, c'est ça. T'as mixé là-bas. Dinguerie. Live goal, c'est cool. Ouais. Bah, merci, enjoy. Et puis à tout bientôt. Quoi. Merci.